Salut à tous, bienvenue. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Ronnie Akrich. Alors, il m'a demandé de le présenter comme un historiosophe, donc je m'exécute. Il est enseignant, il est aussi, bien sûr, d'un point de vue professionnel, infirmier anesthésiste. C'est ce qu'il a fait toute sa vie. Il s'occupe aujourd'hui d'un institut, c'est tout nouveau, ça s'appelle le Café Date. Son dada, c'est transmettre en hébreu nos sources. On est content de le recevoir. Salut Ronnie. Bonjour, Boker Tov. Boker Tov, comment ça va? Ne t'exécute pas, parce que sinon je n'aurai pas d'interlocutrice. Comment tu vas? Moi je vais très bien, je suis très heureux d'être là avec toi une nouvelle fois. Et je pense que c'est important qu'à travers les différentes histoires de tout un chacun, nous puissions tirer les leçons de l'histoire. D'ailleurs c'est le rôle de l'historiosophe. Ok, alors on est là justement pour raconter, dérouler le fil de la tienne, une alias story haute et en couleur, on peut l'imaginer. Tu es arrivé en Israël il y a combien de temps? 39 ans et demi. Ok, et pourtant, contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on te voit comme ça, quand on ne te connaît pas, c'était pas du tout à ton programme à l'origine. Mais alors vraiment, tu étais très loin de tout ça, tu étais un révolté, tu étais un communiste, militant, mais pas du tout proche d'Israël. En tout cas, c'était pas ton truc. Très loin. Très loin. Tu es né en Algérie? Ouais, je suis né en 1955, en pleine guerre d'Algérie. Puisqu'il ne faut pas jouer sur les mots, comme un certain pouvoir politique voudra, les événements d'Algérie. Il y a une vraie guerre. Et à l'âge de 5 ans, c'est-à-dire en 1961, je suis témoin depuis mon balcon au premier étage de la rue de la Révolution. C'est intéressant, je suis né rue des Jardins. On avait plein d'espérance sur ma fructification, mais il déménage tout de suite rue de la Révolution. Et d'ailleurs, ça va me marquer, c'est prémonitoire. Et je suis témoin d'un meurtre, je vois un homme sortir du même immeuble où je suis, il y a un café, il sort et il passe donc sous moi et remonte la rue, il y a un homme qui descend la rue. Et je vois l'homme qui est sorti du café sortir un pistolet, le pointer et abattre de 2 balles l'homme qui descendait. Devant toi. L'homme s'écroule et je vois celui qui a tiré revenir en arrière, j'imagine, au café. Mais le pire, c'est que je le vois revenir avec une poubelle qu'il déverse sur l'homme qui vient d'abattre. Ah, c'est terrible. Je me rappelle que mon père me prend parce que j'ai dû commencer à dire c'est lui au moment de l'attroupement. C'est un premier traumatisme, confronté à la mort à l'âge de 5 ans. Le deuxième traumatisme, c'est l'aéroport de la Sénia à Oran, c'est-à-dire en juin 62, 1 an et quelques après. Lorsqu'il faut quitter papa et maman qui ne viennent pas avec moi et mon petit frère qui a 1 an. Mais nous sommes dans les bras de ma grand-mère. Et ils restent en Algérie, tes parents? Ils sont restés finir quelque chose, je crois que c'est 1 mois et demi, 1 mois et demi, puisque en juillet c'est l'indépendance de l'Algérie. Et j'arrive au mois de juin, début juin, j'arrive à Orly, et dans un bled banlieusard qui s'appelle Vitry-sur-Seine, près de Porte de Choisy. Et là, nous habitons chez ma tante et je joue. Et en bas, comme on disait, où vas-tu? Je vais jouer en bas. Et bien évidemment qu'on ne pouvait pas jouer là-haut. Mais on jouait en bas et en traversant la rue, une 403 bleu marine, Peugeot, me renverse, me jette en l'air. Et je saurais par mon cousin qui est plus âgé que moi que la voiture avait un caducée. Et donc c'est un médecin qui ne s'est pas arrêté. Voilà, le meurtre, l'arrachement, le déracinement, les trois papa, éléments, maman derrière et moi renversé avec un pied qui va me faire mal et devoir être suivi depuis cet âge-là, 6 ans et demi jusqu'à l'âge de 16 ans et demi à peu près, c'est-à-dire une dizaine d'années. Donc tout ça, on peut dire que ça a fait un peu de toi quelqu'un d'enragé. Tu avais une revanche à prendre, contre l'injustice. Je vais te dire que le mot est employé à bon escient. Ouais. C'est-à-dire que le meurtre, le déracinement, qui n'est pas évident, parce qu'on le ressent comme un déracinement, et la fuite de cet énergumène, la justice vont m'enrager. Et ça va ruminer de 6 ans et demi jusqu'à l'âge de 14 ans, où
Mais bien à 14 ans, on a besoin d'occuper les jeudis après-midi du lycée. Et là, alors là, c'est assez marrant parce que tu as trouvé une occupation qui n'était pas celle de tous à l'époque. Tu te mêles avec les jeunesses communistes, on va dire. Oui, alors c'est des jeunesses communistes, mais c'est à travers le patronage, ce qu'on appelle, c'est-à-dire ces activités culturelles du jeudi après-midi. D'accord. Mais ça commence comme ça avec toi. Oui, et là, en vérité, j'habite une ville aussi avec un nom prémonitoire qui me fera les haïr d'ailleurs, Villejuif. Ouais. Et c'est une banlieue, comme toutes les banlieues, c'est près de Kremlin-Bicêtre, Porte d'Italie. Aujourd'hui, on te voit avec une barbe, une kippa, etc. Mais pendant... Vous savez ce que disait Rousseau, hein, que l'homme est perfectible. Donc, il n'y a que les cons qui ne changent pas. Voilà. En clair. Mais c'est juste pour planter le décor et pour expliquer que pendant très longtemps, tout ce qui était juif. Absolument. En fin de compte, je trouvais chez ces gens-là que nous rencontrions les jours de Rosh Hashanah et de Kippour, une attitude qui allait à l'encontre de tout ce que je pensais, de tout ce que j'entrevoyais. D'accord. Je trouvais une bonhomie, une prétention, un orgueil qui me dérangeait, surtout la fin de Yom Kippour, lorsque je voyais le défilé de mode arriver, avec le bruit et le cliquetis des instruments de bien d'avoir, qui m'horripilaient, et donc je n'ai pas envie de fréquenter ces gens-là. Bon, alors tu grandis évidemment, tu passes ton bac au moment de la guerre de Kippour. Ouais, j'ai été encore une fois emmené par mon papa à ce qu'on appelle la synagogue. Il n'y a pas d'hébreu, hein. Et à la synagogue, alors je ne sais même pas ce qui s'est passé 6 ans auparavant, la guerre des 6 jours par exemple. Je n'en ai aucune idée. Okay. On n'en parle pas. Donc je ne connais pas ton histoire. Non, pas du tout, mais d'ailleurs c'est une histoire qui n'appartient pas à l'histoire familiale et à l'histoire environnementale. On est préoccupé par l'événement français. Bien sûr. Par l'événement littéraire français, philosophique français, politique français. Mais cet État d'Israël dont on entendra parler un peu plus tard est inconnu, et j'en entends parler ce 6 octobre 1973, et j'ai un contact avec un monsieur qui est resté dans ma mémoire, il s'appelle Meir, et qui me dira, eh bien tu sais, je crois qu'Israël, parce qu'il connaissait mes folies, je crois qu'Israël est à la recherche de volontaires pour travailler dans les kibbutzim. Ce sont des sociétés collectivistes. Donc c'est une expérience formidable, puisque le kolkhoz est impossible à cette époque-là. D'accord, donc c'est l'argument, cet argument-là qui te convainc. Et je pars au kibbutz Ramot Menashe, près de Megiddo. Okay. J'ai une famille adoptive formidable, avec lesquels il est très difficile de communiquer, parce qu'ils parlent l'hébreu, très peu l'anglais. Nous, on est, français de souche, persuadés d'être descendants d'Astérix et d'Obélix, malgré le faciès. Et donc, on communique tant et si bien. Comme on peut. Tant et si mal. Et puis voilà, donc d'ailleurs le kibbutz lui-même, les kibbutzim avec lesquels nous sommes en contact, Dalia, Ramot Menashe, etc., Enachofet, ces amis que je me fais se rendre compte à quel point je suis un inculte. Tu ne connais pas tes racines et ton histoire juive. Oui, c'est pas que eux, leurs racines les intéressaient au-delà, mais je veux dire un tel point d'inculte, de méconnaissance de Jérusalem, par exemple. Ça ne te disait Mais ils organisent un voyage à Jérusalem et je vais donc au Kotel où on me dit que là-bas il faut parler et moi je leur réponds que les murs n'ont pas d'oreilles. Ok, donc ça en dit long sur toi, sur ton état de pensée à l'époque. Et d'ailleurs, ce voyage ne te bouleverse pas plus que ça. Non, parce que je retourne en France et quand je prends mes études, d'infirmier donc. Et je suis dans un milieu étudiant. Et là, tu te sens mieux. D'abord, je me sens beaucoup mieux et je me sens à mon aise. D'abord parce que je peux reprendre la danse 2 fois par semaine. Non, c'est pas une blague, hein. Il aimait la danse. J'aimais les claquettes, les step dance. Ouais. J'aime toujours la danse. Ouais. Le seul problème dans ce monde religieux, c'est qu'il faut se cacher derrière l'orchestre pour danser. C'est ça. Normalement. Voilà. Mais dans mon salon, je danse avec ma femme quand elle est en bonne forme. Mais j'ai toujours aimé danser. Alors voilà, je suis revenu. Oui, non, danser, c'est
un palliatif à des états d'âme, mais essentiellement, je reprends pied sur une terre qui me permet d'essayer de penser que l'on peut lutter, travailler pour l'homéostasie de l'humanité. L'homéostasie en médecine, c'est l'équilibre. Mmh. Et je donc rentre toujours à la recherche de justice, de justice la rage, sociale. Elle est toujours là, la rage. Toujours la rage. Elle est toujours là, la rage. De la même manière que quand j'étais au kibbutz et que mon frère adoptif me montre la jambe qu'il a perdue, mon anti-militarisme qui se traduisait en France par la bombe blanche où je marquais US Go Home contre la guerre au Vietnam. Je suis contre la guerre, même en tant qu'officier israélien aujourd'hui. Tu vas un peu trop vite. Je n'avance pas. Je dis simplement qu'aujourd'hui aussi, en tant qu'officier, je ne suis pas forcément de ces adeptes de la belligérance. Tu es toujours. Et donc, tu penses toujours que la guerre c'est une grosse merde. En revenant en France, je rentre à l'OCI, Organisation communiste internationaliste. Les trotskistes, quoi. Les trotskistes, ouais. Il y a la LCI de Krivine, et il y a nous, les lambertistes, l'OCI. Voilà, il y en a plein qui vont se reconnaître dans ton discours, bon, et voilà. Donc tu prônes toujours la révolution. Il y a un truc qu'on a passé, c'est que de 16 à 18 ans, seconde, première, etc., je travaille pour l'UNCAL, l'Union nationale des comités d'action lycéens, qui appartient au mouvement communiste, et là, je travaille pour le report sur la loi Debré, l'avortement de Simone Veil, etc. Oui, voilà, tu t'engages dans des combats importants. Et quand mes parents déménagent en 1972 de Villejuif à Vitry, où ma mère a trouvé quelque chose de plus résidentiel et qui va correspondre à son statut anobli, on me cherche au lycée et l'ascenseur dit à ma mère, Madame Acriche, ne me demandez pas où il est, mais la seule chose que je peux vous dire, c'est qu'il y a une très grosse manif à la Bastille. Alors, à mon avis, il faut chercher... Il est là-bas. Paroni, parce que je m'appelais Paroni, j'avais un nom composé qui voulait signifier que l'on était ce que nous ne sommes pas en vérité. Et ma mère va venir me chercher alors que mon père est évanoui, traité par le SAMU, etc., etc. Et elle ne cherche pas dans la manif, elle va directement au début de la manif. Ouais, elle sait où te trouver. Et elle écoute la voix, qui dans un des mégaphones va peut-être révéler la voix de son fils, qui a une voix, comme vous l'entendez, de stentor. Et donc, alors donc voilà. C'est assez marrant parce que après tout, ta famille, ta mère est plutôt bourgeoise parce qu'elle vient d'une grande famille de Khalabim. Ouais. Ton père d'Algérie, ok, mais donc mais ils sont étaient aussi traditionnalistes. Oui, enfin bon, ils sont borderline sur l'assimilation. D'ailleurs, c'est très simple que pour ma communion, puisque bar mitzvah, ça n'existe pas, ma communion qui a lieu dans les salons Jean Goujon, où il y a des hommes en livrée qui nous accueillent, pour te donner un peu le genre, quoi, du carnaval. Et il y avait 500 personnes, et quand je vais revenir comme en mission pour l'État d'Israël, jusqu'à aujourd'hui, depuis les années 80, je n'ai jamais rencontré personne, c'est-à-dire qu'ils ont tous disparu dans les méandres d'une histoire qu'ils voulaient pour eux, et que l'histoire les a phagocytés. Ouais. Bon, alors, on sait qu'on pourrait parler très très longtemps avec toi, Roni, mais on est quand même obligé nous on veut savoir exactement comment tu es arrivé à changer, ou plutôt à te reconnecter à toi-même. Alors donc, en 79, tu dois partir pour le Cambodge, n'est-ce pas ? Comment c'était ? Ben, je le sais parce que tu me l'as dit. Donc tu dois partir. Mais oui, tu dois partir pour le Cambodge. Et puis finalement, alors ça, j'ai pas très bien compris pourquoi tu décides de partir en Israël. Ben parce que je sais pertinemment que l'engagement qui va être le mien, à l'âge où j'ai assis ma position sociale... Oui, parce que là, à l'époque, tu partais en tant qu'infirmier, réanimateur, dans les camps de réfugiés, de ces malheureux qui avaient été massacrés par les Khmers rouges. Et une autre partie de mon groupe, d'ailleurs, s'en va en Afrique centrale. Et je sais que là, il y a une orientation. Il faut choisir un truc, là. Et il faudra choisir. Et il y a la période de Ramoth Ménaché... et peut-être de manière insidieuse revenu à la surface, comme pour me titiller et me dire « Mon grand, tu n'as pas choisi ».
Et pour choisir, il faudrait avoir une assise beaucoup plus, on va dire entre guillemets, objective. Mais alors ça te titillait quand même quelque part, parce que parce que toute la journée on me répétait les juifs. C'est ça, parce que ce sont les autres qui te rappelaient que tu étais juif. Pendant le militantisme, c'est ça qui est intéressant. Je vais recevoir du papier toilette avec une croix gammée et une Magen David. Ah, voilà. Elle est toujours à la maison. Ouais. C'est-à-dire que même en tant que... Toi, tu ne te revendiquais pas en tant que juif, mais les autres... Mais tous les autres à côté de moi, je peux te dire qu'il y en avait d'autres. Bien sûr. Ben, tu peux les nommer. Hein. Non, c'est pas la peine. Mais il y en avait d'autres. Ouais. Ni avec les autres, ni entre nous, le sujet n'est élevé, si ce n'est que dans l'année avant de partir, je prends des positions... antifascisante vis-à-vis de l'État d'Israël. C'est-à-dire que je considère que l'occupation de la Judée-Samarie est une occupation fasciste. Alors, malgré tout ça, le fait quand même que tu étais à chaque fois pointé du doigt en tant que juif et qu'on mettait de côté toutes tes autres qualités, ça t'a quand même... J'ai voulu apprendre l'hébreu, j'ai voulu travailler un peu pour être sûr. Je vais te dire, parce que tu es mon interlocutrice aujourd'hui, Cathy Bensoussan. Choukroun. C'est pareil. Peu importe. Qu'elle s'appelle, à partir du moment où j'entendais dans la classe ou dans le lieu Bensoussan ou Choukroun, elle était persona non grata. Puisque dans mon esprit, elle n'avait pas un autre nom que celui de Youpin. Et donc, Françoise Durand était beaucoup plus agréable à conquérir que Mademoiselle Bensoussan ou Chouraki ou Choukroun, ce que tu voudras. Donc il y avait un médire de soi-même, une médisance de soi, un refus de se reconnaître. Et donc, arrivé en Israël, mes diplômes sont reconnus tout de suite. Le ministère de la Santé. C'est ça qui est génial, parce qu'à l'époque, on pouvait... Non, à l'époque, il y avait rien. J'ai amené mon dossier de France. J'avais mon dossier de France avec moi. Quand j'ai décidé donc de venir en Israël, je m'étais renseigné, bien entendu. Je suis pas parti à l'aventure. Et tu as été reconnu comme infirmier anesthésiste. J'étais le premier en Israël. Et tu as travaillé il va me faire travailler, et puis quand je vais vraiment m'intégrer 1 an et demi, 2 ans plus tard, on m'envoie directement à l'école d'officier israélienne à l'armée, parce que je représente un bienfait pour eux, d'après ce qu'ils disent. Moi, j'en savais pas plus. Alors la découverte de ton histoire, ça t'a happé en fait. Là, pour le coup, ce second voyage t'a fait tomber amoureux de ton peuple, de ta terre. J'ai eu un malade, un vieux monsieur d'une famille qui s'appelle Plesser. Et lorsqu'il est décédé, j'ai rencontré une jeune fille juive avec qui je vais me marier et divorcer, mais avoir 3 enfants. Mais le début de notre histoire commence à Beth Hakerem. Et nous devons emménager le 1er octobre, alors que nous sommes mariés au mois d'août. Tu vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été complètement bousculées, bouleversées, parce que le mariage ne fait pas partie des conditions, intrinsèques de l'être que je suis, qui par sa liberté est capable de faire valoir le devenir des hommes auxquels il croit. Et donc j'ai un appartement le 1er octobre, et je quitte Beth Hakerem fin août. Qu'est-ce que je fais le mois de septembre ? Et à Rehov Hillel, il y a un Telex qui sort les appartements à louer à Jérusalem. J'en trouve 20 Rehov Ben Sion, Kiryat Moshe, Mishparat Weingarten. Et les Weingarten sont très connus. Ils sont les propriétaires de l'orphelinat. Okay. Weingarten et Ben Sion, c'est le fief de ce qui s'appelle, mais j'en ai aucune idée, des débuts de ce qu'on appelle les kippot srugot, les kippot tricotés, le Merkaz Harav, la mouvance du Rav Kook. Et je débarque là-bas. Okay. Je déménage, je pose mes affaires, je sors fumer sur le balcon. Un clope, non pas sur le balcon, dehors, et quelqu'un me frappe sur l'épaule. Je me retourne, un barbu, vraiment pas ma tasse de thé, et la première chose qu'il fait, c'est ce que font tous les barbus, vous êtes où Shabbat ? Alors je lui dis non, parce que à Beth Hakerem, des gens m'avaient attrapé. Ah, vous êtes marié, Khatan, venez, on va vous... J'arrive, Weingarten. C'était pas ton truc. Weingarten, il me dit, vous voulez l'appartement pour un mois, mais gardez-le, Khatan. Lui, il arrive, il me dit, tu viens Shabbat, Khatan. J'ai dit, oh là là, il commence à me saouler, ces juifs. Et voilà. Et donc, pendant le mois, les 30 jours où je suis là, Cathy, toute ma vie va être bouleversée. Ouais.
à Sukkot, dans les soirées du Simcha Bet HaShoeva, les orchestres et les danses, une jeune fille de 12 ans et un petit garçon de 10 ans viennent frapper à ma porte pour me dire « Papa », le monsieur Hillel Plesser, le fils de ce vieux monsieur qui était décédé, venez avec nous, on va à la yeshiva. Bon, je ne sais pas de quoi elle parle. Et la petite, elle doit comprendre que je ne comprends pas de quoi elle parle. Alors elle me dit dans un anglais que j'étais à même de comprendre, elle me dit « to dance, to dance ». Là, j'ai entendu danser. C'était le mot magique. Je suis parti avec elle. J'arrive, Yeshivat Merkaz Harav. Je vois tous ces énergumènes tourner en rond. Je me demande qu'est-ce qu'ils cherchaient exactement. Et la soirée, je rentre. Le lendemain matin, le Rav Hillel Plesser vient avec un vieux monsieur, pareil, barbe, chapeau, tout en noir. Il me dit, le Rav Shaul Israeli, c'est le Rosh Yeshiva du Merkaz Harav. Il vous invite. Et il me dit, notre Rav, je dis, mais c'est pas possible, il y a que ça ici ou quoi? Alors il me dit, notre Rav est malade, on sait ce que tu fais à Hadassah, on aimerait te prendre en privé, au dehors de ton travail, on te paye pour t'occuper de notre... Le lendemain matin, ils me disent, on vient te chercher. Ils viennent me chercher, on arrive à Hadassah. Je sors de l'ascenseur avec le Rav Hillel Plesser, on nous arrête. Il y a des hommes avec des oreillettes. Et le Rav Hillel, il me dit, on doit attendre parce qu'il y a Zvulon Amer, le ministre de l'Éducation nationale, et Menachem Begin, le Premier ministre, qui sont chez le Rav Kook. Ils s'en vont, on nous laisse passer, je rentre et je fais connaissance avec le Rav Kook. Je vais te donner juste une idée pour que tu saches vers où je vais aller. Il y a un Yossi Badiri qui va m'aider en hébreu à comprendre ce que le Rav Kook dit, parce qu'il est ashkénaze, 91 ans, mamage, très difficile de comprendre. Il me demande, est-ce que j'ai lu Aristote et est-ce que j'ai lu, je ne sais, on va dire, Paul Éluard. Il est bien tombé. Alors je dis, bah oui, il me dit, vous avez soif? Alors je lui dis, mais bien sûr, je suis toujours assoiffé. Il dit, mais vous le serez tout le temps. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, lorsque vous avez décidé de vous abreuver à des puits qui ne sont pas les vôtres, vous ne pouvez assouvir la soif qui est la vôtre. Mais si vous décidez un jour de vous abreuver au puits qui est le vôtre, il y a de grandes chances que vous puissiez repaître votre soif. Ça ira même plus loin. Cela pourra déborder et vous pourrez donner quelques gobelets à quelques autres. C'est magnifique. Prémonitoire. Ouais, prémonitoire magnifique. Et surtout, ça veut dire, en gros, pour ceux qui n'ont pas tout à fait tout suivi, c'est que vous avez fait tchouva. Enfin, tu as fait tchouva. Oui, enfin, moi, je n'utilise pas ces termes-là. Tchouva, mais en tout cas, tu as je eu ne mets pas la kippa, je ne fais pas Shabbat, je ne mets pas les tefilines. Disons que tu as une envie d'aller. J'ai une envie de savoir, de connaître, de découvrir. Grâce au Rav Kook en personne. Voilà. C'est quand même un truc de dingue. Ils me font. Je rentre à l'appartement c'est pas tout le monde. De Derer Hebron, mais on me fait revenir à Kiryat Moshe, où pendant 2 ans, ils vont payer la moitié du loyer, qui est en dollars à l'époque, pour que je puisse habiter Kiryat Moshe et que je puisse aller tranquillement écouter, entendre. Et j'allais à la bibliothèque du Merkaz Harav. Vous savez quoi, j'ai commencé? Les maximes des pères, Pirkei Avot. Et je faisais juste comme ça. Et j'avais une ribambelle d'étudiants qui venaient pour savoir qu'est-ce que je ne comprenais pas. C'est extraordinaire. Et après, je vais connaître les Rav Aviner, Zuckerman, Rav Taon. Ben oui, parce qu'à l'époque, c'était quand même oui, centre. Pensez, on est en 1981. Voilà. Et voilà. Et à la même époque du Rav Tzihouda, je suis convoqué dans des tas de bureaux dont on ne peut pas dire les noms ici, jusqu'à ce que j'arrive à rencontrer un bureau de on dit ça, l'information israélienne, et un bureau de l'Alia de France, avec un monsieur adorable et une dame aussi, Jean Simon, Gisèle Meir, et puis aussi à l'information le général Uzi Narkis, le libérateur de Jérusalem. Et depuis 1980 jusqu'à 2004, ma bouche, qu'il connaissait apparemment, surtout du côté de l'information. Tu vas parler d'Israël. Je vais parler d'Israël sans rien savoir sur Israël. Non, mais c'est pas grave. Mais au fur et à mesure, je vais apprendre. Mais en 1983, je suis au Palais des Congrès, en première partie de Shimit Avori. Et je fais un one-man show tu parles à la devant 3000 personnes. Pour les convaincre de venir, pourquoi? Non, pour parler, en fin de compte, j'ai écrit... J'aurais pu faire carrière là-dedans, d'après l'ingénieur de scène. J'ai écrit une parodie du Juif, c'est-à-dire tout ce que j'avais vu. Dans ma jeunesse, j'ai écrit une parodie. En fin de compte, je suis devenu leur miroir pendant 1 heure. Et j'écris, et d'ailleurs ma femme, d'une certaine manière, m'en veut toujours que je n'ai pas continué là-dedans, parce qu'elle me dit ça aurait été l'art et la manière, parce que le philosophe qui est en toi, on s'en fout, mais on aurait aimé le stand-upiste qui est en toi, afin de pouvoir peut-être mieux convaincre
concernant le sens et l'essence de l'être hébreu, de l'être juif, de l'être Israël. Bon, alors on comprend que tu as été très marqué par ces personnalités, évidemment, du monde francophone, mais qui... D'abord du monde israélien, et ensuite je vais arriver rencontrer Manitou. Alors que je m'étais occupé de son père comme travail étudiant en tant qu'infirmier, à Paris. Et je l'avais rencontré, il m'a dit Léon Ashkenazi. Je dis enchanté, Roni Akrish. Enfin, pas Roni, l'autre. Le nom composé. Le nom composé. Et puis c'est tout. Et quand je le revois à Jérusalem, après que je connaisse tous ces gens-là, il me dit, mais je vous connais. Je vous connais. Ah, je dis, à moi pas. Il me dit, mais si. Et puis, comme on dit en hébreu, là, Simone, il est tombé dans la fente du téléphone et la communication s'est établie. Mais je rencontre André Neher, Eliana Madolevi Valency, Rachel Israël, Ruth Rachelberg, enfin tous les philosophes Beno Gross. Ça a été des rencontres avec tous ces gens-là. L'exemple le plus probant qui va me laisser pantois si ce n'est quoi, c'est André Neher qui me dit « J'aimerais bien qu'on l'étudie ensemble ». Je dis « Vous devez vous tromper ». Il me dit pourquoi. Mais pourquoi après tout Alors je lui dis c'est peut-être moi je devrais étudier avec vous. Il me dit non je veux qu'on étudie ensemble le Kol HaNevuah, la voix de la prophétie de David HaKohen le Nazir, pour essayer de parler avec vous du panthéisme et du panenthéisme. Pour certains de nos auditeurs, ça doit être du charabia. Ne vous a pas suivi, je crois. Oui, c'est pas grave. Le Merkaz Hadat est fait pour le centre de la pensée sont faits pour ça. Alors, on va dire que cette soif d'études, ce besoin d'en savoir toujours plus, de creuser, d'aller à la recherche de ses racines par toutes sortes d'études différentes, vous a amené aujourd'hui à créer le Café Date. Alors, on en avait parlé la dernière fois. C'était des rendez-vous de temps en temps. Une fois par semaine en fin de journée. Voilà. Mais aujourd'hui, ça s'est transformé puisque vous avez créé un centre, carrément un endroit où on peut venir étudier toutes les semaines. Avec le Rav Uri Cherki, il y a en plein centre de Jérusalem, Beth Shalom Yochai, du nom de son fils qui a été assassiné. Et dans le Beth Shalom Yochai, on a créé plusieurs choses. Par exemple, le centre d'études de la pensée de Manitou. Le centre d'études pour les Bnei Noach. Et puis le Merkaz Da'at, où ces centres de la pensée nous permettent de me rencontrer plus un autre ami, le professeur Rav Shmuel Uziel, où nous donnons des cours, par exemple moi, en philosophie de l'histoire, sur les personnages du Tanakh. Mais est-ce que c'est pour tout le monde ? Est-ce que c'est d'abord en hébreu, évidemment c'est en hébreu, bien évidemment, mais est-ce que c'est pour tout le monde ou il faut quand même un certain niveau ? Non, je pense que chacun est à même de pouvoir s'y retrouver. Je pense que chaque fois que nous allons à un cours, lorsque nous sommes en quête de savoir, de connaître, d'entendre et de comprendre, je crois qu'il est possible que nous en retirions quelque chose. Mais l'assiduité qui sera la vôtre est celle qui, au fur et à mesure du temps, à moyen et à long terme, sera porteuse de fruits, cette assiduité. Mais là, c'est évident. Et puis, en dehors des 2 cours réguliers, professeur Rav Shmuel Uziel et moi-même, il y a, comme au Café d'Art, le Marcé Oréar, c'est-à-dire le maître de conférence invité, où l'on parle de tout, de science, de médecine, et puis le débat de recherche, aussi, ensuite. De transhumanisme, de littérature, de poésie. Tout est à la mesure de la note israélienne. Et en dernière partie, la dernière 4e heure, c'est le débat autour de cet invité si particulier qui vient, mais aussi avec ceux qui ont donné cours auparavant, selon les disponibilités. Comment on fait pour avoir le programme de ce On rentre sur Facebook Café Da'at. Café Da'at, il y a toutes les conférences. On rentre sur Facebook Café Da'at, et il y a tout décrit. Et si on veut prendre contact avec nous et être inscrit à la liste de WhatsApp... On mettra les liens sous la vidéo, mais alors moi, j'en ai pas terminé avec toi. Je crois que j'allais partir. Non, parce qu'on a parlé de ces rencontres spirituelles, parce que c'est forcément la chose la plus importante, j'imagine, pour toi, mais professionnellement, tu as continué à être infirmier à l'hôpital Hadassah Ben Kerem. Jusqu'en 2006, mais en 2006... je crois que beaucoup de gens le savent, mais enfin ceux qui ne le savent pas, ils vont l'entendre. Le 18 janvier 2006 à 13h21, en plein service, mon cœur s'arrête. Et je suis déclaré mort. Et mes amis, puisque ce sont mes amis, ça fait 30 ans que je suis à Hadassah, je connais Hadassah des pieds à la tête, de la tête aux pieds, vont me réanimer. Et vont vous sauver la vie. Et lorsqu'on va faire un programme pour Zichrono Livracha, José Eisenberg, la source de vie sur là, y a-t-il une vie après la mort ? Quand le réalisateur me pose la question, je lui dis « Il n'y a pas d'autre réponse que votre caméra me filme. »
Y a-t-il une vie après la mort? J'ai regardé. Bien sûr. Ouais, bon. Et j'ai écrit, je ne publie pas, parce que tu sais que je suis écrivain, auteur, poète. Les poésies ne sont pas sorties encore à jour, elles n'ont pas été publiées encore. Mais j'ai déjà 3 livres, le 4e en route, et puis j'ai écrit nombre de textes comme publiciste dans différents médias. Parce que j'ai toujours quelque chose à dire, et surtout à rouspéter d'ailleurs, mais depuis la mort... T'es toujours en colère? Non, je suis pas en colère, je suis vivant. Je suis vivant. Et il est bien évident que la majorité des Homo sapiens que nous connaissons n'ont aucune notion de ce que veut dire la vivance, puisqu'ils n'ont jamais connu la mort. Je me réfère à Maral de Prague qui dit « Comment pouvoir entendre la lumière si vous n'avez jamais traversé les méandres de l'obscur ?» Donc il est clair que j'ai un avantage sur la majorité de mes contemporains. Je fais partie de ces gens qui ont, une corde à leur arc qui est peu commune. Et donc il faut savoir utiliser au mieux et au meilleur du devenir de l'homme. Alors, Rony, tu survis, on va dire, à cet arrêt cardiaque, tout simplement. Tu reprends tes activités tout doucement. Tu es toujours... tu quittes Hadassin, quand même. Tu t'arrêtes, parce que c'est trop, là. C'est d'ailleurs la raison. Les 3 livres sont nés après 2006. Après, bien sûr. Et parce que des garçons comme... il faut les citer, parce que ma femme organise... J'étais handicapé, donc... J'ai fait une réaction à un médicament qui m'a handicapé physiquement. Et il y avait plusieurs centaines de francophones qui arrivent à la Yeshivat Shavei Hebron, à Hebron. Et un coup de téléphone... Alors c'est ça, parce que tu racontes plein de choses passionnantes, mais on a du mal à suivre le fil parce qu'on n'a pas encore parlé de Hebron, et on n'a surtout pas encore parlé d'un homme qui a marqué et qui a fait que tu as déménagé, que tu as quitté Maladenim où tu vivais pour aller à Hebron, c'est bien sûr Shalom Var. On est devenus amis en 1983, 82, 83, oui. Et en 84, je viens visiter Ramat Mamre, là où il habite, et où il est maire d'ailleurs. Et il me dit, mais tu retournes pas à Maladomim, où j'avais acheté ma maison, si tu n'aimes pas Bethel. Alors viens chez nous. Et puis il m'explique surtout que de sa maison, on voit face à sa maison, enfin pas très loin de sa maison, Ramat Mamre, c'est la hauteur de Mamre, donc si c'est la hauteur, il faudrait voir ce qu'il y a plus bas, c'est-à-dire la vallée de Mamre. Lieu innommable, parce qu'il est l'essence, l'ontologie du Brit Balabetarim, de l'alliance entre Dieu et Abraham. Et ça t'a touché, ça t'a bouleversé. Et ça, pour moi, boucler la boucle. Ouais. De retrouver enfin, ou de trouver enfin ta place. Et depuis, j'explique à qui veut l'entendre, lorsqu'on vient à Hebron, je suis toujours abasourdi de voir les gens se précipiter vers la mort. Vers les tombeaux. Et personne ne s'arrête à Mamre. Par mes connaissances, je vous l'accorde. Mais en tout état de cause, c'est là qu'est la source de vie. Donc toi, ça te parle, forcément, et tu débarques à Hebron pour y rester, pour vraiment... Depuis 32 ans. Voilà, donc là... Non, 34 ans. Non, 32 ans. Donc tu vis là-bas. Oui, très heureux. Là, ce matin, j'ai encore ouvert le volet de ma fenêtre et contemplé Elon et Mamre. Je ne peux me lasser. Et c'est grâce au fait d'avoir gardé mes yeux d'enfant que je suis capable d'avoir cette réflexion, cette analyse adulte. Et parce que j'ai gardé en moi ce que Manitou nous disait, Zatzal, la curiosité et l'étonnement. Je suis curieux continuellement, perpétuellement, et étonné comme un enfant au quotidien. Justement, cette curiosité, cet étonnement, ça ne t'amène pas à avoir envie d'autre chose, de voir d'autres horizons et de quitter peut-être Hebron un jour? Oui, peut-être. C'est possible. Tout est possible avec toi. On pourrait même aller à Ashdod. Parce que ça serait d'abord provincial, et en plus nous permettre de nous fondre au sein du peuple et de la population. Ne pas croire que l'on vit à travers une élite politique ou une élite de la pensée ou une élite... Non, je n'aime pas tellement Jérusalem, je n'aime pas tellement Tel Aviv. Je les aime parce qu'elles sont des villes importantes, mais ce n'est pas le genre de lieu où j'aimerais vivre à Ashdod. Non, donc. Parce que je trouve qu'il y a une outrecuidance à la limite de l'orgueil dans certains lieux qui concernent ces villes-là. Et j'ai besoin d'être au milieu de monsieur et de madame tout le monde qui me paraissent plus intéressants. Proches. Pas intéressant, seulement plus proche de ce qui est vrai, naturel. Voilà. Okay. Et peut-être que là-bas, il y aura beaucoup de choses à écrire. À faire et à transmettre. Si l'Éternel me donne vie,
eh bien, je serais heureux de dire encore des choses, d'écrire surtout encore beaucoup de choses, mais nul n'est prophète en son temps. Donc, pour l'instant, nous avons dit... Pour l'instant, tu es toujours là, tu es toujours à Hebron. Et nous laissons des traces à travers nos écrits, et comme j'ai dit... J'écris des aphorismes de manière nietzschéenne aussi, qui seront publiés prochainement aussi. Et puis la poésie qui depuis cette dernière année, est devenue un leitmotiv bouleversant, bousculant. Alors juste un petit, pas de répit. J'imagine très bien. Et justement, ça me fait penser à tes années où tu étais professeur, puisque tu as beaucoup enseigné dans différents endroits, Marontal, Maronora, Maron Meir, Mirlel Espo, Emouna, etc. Et donc les plus jeunes te connaissent aussi, alors différemment évidemment. Il paraît, on m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, mais que tu mettais de la musique genre Céline Dion en cours. Et que tu allais les bouleverser en fait. Si tu veux savoir, je pleurais, je riais. Je me mettais sous la table, mais sur la table aussi. Alors, si tu veux avoir une idée, il faut revoir ce film merveilleux. Le cercle des poètes et des disparus, et puis tu auras une idée de Rosny en cours. C'était comme ça. Ouais. Ils ont eu bien de la chance. Je pense, mais c'est moi qui ai eu de la chance, parce celles qui étaient capables de s'investir foncièrement dans le moment, ont été capables de me faire vivre dans l'instant quelque chose qui était d'une beauté, d'une qualité incommensurable. Alors, on a fait un petit tour de la vie de René Akrish, ce parcours d'Alia, de cette redécouverte. Nous avons survolé le sujet. Ça ne te plaît pas, mais bon, malheureusement... Ah, mais non, je suis très heureux d'être en ta compagnie, et que tu ne te sois pas exécuté, c'est déjà beau, et ensuite de nous avoir permis, peut-être, comme je l'ai dit, à travers l'histoire, de pouvoir, pour chacun de nous, tirer les leçons de l'histoire. C'est toujours intéressant dans le parcours des gens. Et une des grandes leçons, bien entendu, qu'il faut rappeler à ton micro, c'est que nous sommes en quête de l'hébreu qui se cache dans le juif que nous sommes encore. Je le suis beaucoup moins, et je le souhaite à tout un chacun, pour aller à la rencontre de cet hébreu qui se cache dans l'exilé que nous fûmes, dans le juif que nous fûmes. Notre finalité idéale, grâce à Israël, est de pouvoir retrouver le ivri, la racine Ever. Ever, c'est 3 occurrences. Ça s'appelle un terme polysémique. Avar, Over, Oubar. Avar, c'est le passé, Over, traverser, Oubar, le fœtus. Je tire les leçons du passé pour mieux traverser les méandres de mon histoire et y renaître comme un fœtus. C'est ma renaissance. Il a fait Méode. On va finir sur cette belle conclusion. Voilà. Merci beaucoup, Rosny Akrish, d'être venu. Un joli parcours d'Alia, ça c'est clair. À bientôt. Merci, à bientôt. Bon, alors rendez-vous tous si vous avez envie d'en savoir plus et si vous avez aimé le personnage au Café Date. Je redonne l'adresse Rehov Yahabetz, c'est ça? Numéro 3. Voilà. Bet Shalom Yochai. C'est le Merkaz Adat. Tous, Merkazé Adat. Plein centre-ville. Ok. À bientôt. Beaucoup. Shalom. Ciao, bye. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Studio Kalita vous raconte leur histoire. Alia Story, c'est vous, c'est nous.